Bonjour à toutes et à tous pour cette 8e édition de la Journée française de l'ingénierie et des exigences. Troisième et dernière journée de l'événement pour cette année, puisqu'on a eu le lundi 2 et hier, mardi 3, déjà des retours d'expérience qui ont été faits. Les webinaires seront bien sûr, il sera possible de les revoir sur le site du CFTL assez prochainement, où ils seront mis à disposition. Alors, rapidement quand même, si cet événement peut se faire, c'est grâce à nos sponsors, avec les sponsors prestige qui sont Telis et Polarsoft, qu'on remercie, ainsi que nos sponsors Gold qui sont BA Lab, Cover et CTG. Alors, le programme pour cette troisième et dernière journée, ce sera 2 retours d'expérience. Alors, ce n'est pas de 11h à 13h, mais c'est une petite heure, c'est de 11h à 12h30. Donc, 2 retours d'expérience, Texial et le conservateur. Le sujet de la journée, en fin de compte, c'est garantir le succès d'un projet réglementaire à fort enjeu grâce à l'ingénierie des exigences. Alors, le premier retour d'expérience portera sur le projet CEE, certifié d'économie et d'énergie, et les intervenants seront Frédéric Garriguet, Pascal Lecaltier, Mehdi Martel, et le second retour d'expérience sera réalisé, portera sur le projet de dématérialisation de contrats d'assurance vie, et sera présenté par Thierry Causal et Camille Moulani. Voilà, j'espère que j'ai écorché aucun nom, vous m'excuserez si c'est le cas. Alors, l'événement de la Journée française de l'ingénierie des exigences est organisé par le CFTL et par le groupe de travail ingénierie des exigences. Alors, ce groupe de travail, rapidement pour le présenter, je vous présenterai rapidement les quelques personnes qui font partie de ce groupe-là. Alors, l'objectif de ce groupe, c'est de travailler sur la reconnaissance et la valorisation de l'ingénierie des exigences au niveau français. Sur la professionnalisation de l'ingénierie des exigences, avec des exigences de bonne pratique, avec la définition de fiches de poste, à la participation aux activités liées à l'IREB, donc sur le travail sur les syllabus, sur les évolutions et la certification. Et cette année, on a un projet qui a été lancé pour la mise au point ou le développement d'un modèle de maturité de l'ingénierie des exigences. On sera amené dans quelques temps à communiquer sur le sujet. Alors, le groupe de travail se réunit tous les 3 mois pour travailler ensemble, et occasionnellement, ça nous arrive aussi de faire des réunions qui sont actuellement en visio, puisque les conditions ne permettent pas de se retrouver. Donc là, rapidement, vous voyez quelques-uns des intervenants, on n'a pas pu tous les montrer, mais les intervenants les plus réguliers de ce groupe de travail d'ingénierie des exigences. Alors, si parmi vous, parmi les participants de la journée, il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous rejoindre. Vous serez toutes et toutes les bienvenus. Rapidement pour le déroulement de cet événement. Donc, lors des présentations, vous aurez la possibilité de poser des questions. Alors, pour poser des questions, sur la droite de votre écran, vous avez 2 onglets, dont l'un est nommé questions. Donc là-dedans, vous allez pouvoir poser des questions qui seront traitées à l'issue des retours d'expérience, des présentations. Vous avez la possibilité également de voter
pour certaines questions, si vous pensez que certaines questions, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à voter en appuyant sur le petit triangle qui se trouve à droite de la question. Ça vous permet de plébisciter certaines questions. Les questions qui seront les plus plébiscitées ça leur permettra d'être mis sur le haut de la pile et d'être traités en priorité lors de la séance de questions-réponses. Vous avez également, juste que j'en profite, comme on aura deux retours d'expérience qui vont s'enchaîner, si vous pensez que votre question est plutôt orientée pour l'un ou l'autre des retours d'expérience, précisez dans votre question plutôt le REX 1 ou le REX 2. Ça nous permettra de savoir aussi quels intervenants seront amenés à répondre à vos questions. S'il n'y a pas si vous pensez qu'il n'y a pas particulièrement de raison que ce soit un groupe ou l'autre, ou que c'est une question assez générale, ce n'est pas nécessaire de le mettre. Enfin, vous avez aussi l'onglet sondage. Sur l'onglet sondage, on vous demandera à l'issue, vous pouvez déjà commencer à y répondre, mais avant de nous quitter, de quitter l'événement, on vous demandera de répondre à 4 questions. D'une part, pour nous indiquer l'intérêt qu'avait cette journée pour vous, les attentes en termes de sujets pour l'année prochaine, sur les horaires, est-ce qu'ils sont adaptés ou pas pour ce type d'événement, et je ne me rappelle plus la 4e. Je vous laisserai regarder, donc pensez à répondre au sondage avant de nous quitter à la fin de l'événement. Je vais à présent passer la parole à Camille. À Camille. Voilà, à Camille que vous voyez et qui va donc introduire l'événement de la journée. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de vous être inscrits pour ce webinaire avec nos deux clients qui sont ici présents. Donc, Télis et Texial, aujourd'hui, représentés par Frédéric Garriguet, directeur de la BU Entreprises et Collectivités, également Pascal Lecatelier, donc chef de projet CENJ, et également Ludovic Laplace, responsable de la division des solutions digitales, et notre BA, donc Mehdi Martel. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc, le deuxième REX sera représenté par notre deuxième client, donc le conservateur, Thierry Cossade, le DSI, qui montera sur scène au moment de l'introduction du REX numéro 2, et moi-même en tant que BA. Donc, pour le sommaire, je ferai une petite introduction sur le cabinet, donc Télis et son groupe avec ses filiales. Le REX numéro 1, donc projet certificat d'économie d'énergie par Texial. Et enfin, donc le REX numéro 2, projet de dématérialisation d'un produit réglementaire par le conservateur. Alors, donc nous sommes réunis aujourd'hui sur le thème de l'ingénierie des exigences. On a environ une 40aine de minutes avant les questions. L'idée, c'est que je vous présente maintenant Télis. On est donc un cabinet de 70 consultants avec des PO, des BA, des QA, CP, PMO, directeurs de projet. On est tous certifiés avec des pratiques de business analysis spécifiques. On a en fait une approche industrielle qui nous permet de garantir à nos clients des résultats homogènes, prédictibles et surtout reproductibles. Autrement dit, que ce soit Mehdi ou moi, si on intervertit nos missions, que ce soit sur les techniques de recueil de besoins, sur la formalisation ou le pilotage, vous aurez les mêmes livrables et le même fonctionnement, puisque les pratiques, c'est un socle commun que nous partageons et nous sommes tous formés à la même enseigne de la même manière. Du coup, ça nous permet quoi finalement ces bonnes pratiques? D'être rapidement autonome, de rentrer avec facilité sur des sujets fonctionnels, quel que soit le métier. Nous ne sommes pas spécialisés sur un secteur d'activité. Ça nous permet également de challenger, fédérer les métiers. En fait, on s'assure de cerner le besoin réel rapidement avec des exercices de complétude. Et derrière, ça nous permet d'engager l'implication des parties prenantes. On formalise également avec précision, que ce soit de la note de cadrage, l'expression de besoin, la spécification fonctionnelle générale détaillée, le cahier de recettes, avec des règles de formalisation très exigeantes. Et enfin, un pilotage quantifié, où ça nous assure d'une part la traçabilité des exigences fonctionnelles, qui nous permettent
grâce à elle, de pouvoir piloter de façon, comme je disais, quantifiée tous nos projets, assurer la réussite d'un planning. Qui est, je crois, pour tout le monde, et je ne vous apprends rien, un exercice très, très difficile. Le groupe TELIS, donc, il y a plusieurs filiales. La première, donc, qui est BALab, qui est le premier laboratoire en business analyse en France et en gestion de projet. Finalement, BALab propose en fait une cartographie de compétences très précise, on va dire un peu chirurgicale, c'est-à-dire par domaine. Ça permet également de proposer des milliers de quiz pour s'entraîner de façon ludique sur la business analyse et le pilotage de projet, et également dans la tâche de production livrable. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'outils qui proposent une automatisation de la production livrable, comme une SFG, et je vous montrerai quelques pratiques tout à l'heure. C'est aussi une filiale qui forme. Il y a des milliers de clients donc, qui ont été formés depuis. Et donc, on a sur le recueil de besoins, la modélisation, la recette, la gestion de projet et entre autres, l'accompagnement à certaines certifications internationales comme IPMA. Enfin, donc, on a également Desidel. Desidel, donc, c'est une filiale qui garantit finalement la réussite des projets au forfait, donc du cadrage jusqu'à la maintenance applicative, autrement dit de bout en bout. Donc, 3 expertises au total, donc le pilotage et delivery, la business analyse, puisque nous partageons le socle commun de compétences dont je vous ai parlé tout à l'heure, et également le développement avec des experts techniques qui réalisent le projet. Donc, MOA, MOE, de bout en bout. Donc, à présent, je vais laisser la parole du coup à Frédéric. Et je vous souhaite une bonne présentation pour ce premier ex et à tout à l'heure pour la présentation des conservateurs. Merci Camille pour ce passage de relais. Et tout d'abord, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez tous très bien et que vous êtes confinés dans les meilleures conditions possibles. Alors, je vais me présenter rapidement juste pour apporter un peu de légitimité à ce que je vais pouvoir vous apporter comme information. Donc, comme on l'a dit précédemment, je m'appelle Frédéric Garriguet et je suis l'heureux directeur du marché ou de la BU dédiée aux entreprises et collectivités de chez Texial. Donc, Camille, tu peux passer au slide suivant. Oui. Je vais vous présenter rapidement qui est Texial pour apporter de la matière et de la substance à ce que je vais pouvoir vous présenter également. Alors, Texial est une filiale d'Engie, tout d'abord, pour comprendre qui nous sommes. Nous sommes une filiale historique qui est née il y a plus de 30 ans. Et notre premier métier, c'est d'accompagner nos clients, donc les clients particuliers, dans la compréhension et la bonne application de leurs factures d'énergie et notamment de gaz réparti. Donc, depuis 30 ans, nous accompagnons nos clients dans leur parcours client pour justement comprendre leur facture énergétique. Nous avons adopté un virage assez significatif en 2013-2014, parce que nous avons décidé donc de changer d'orientation, d'utiliser des leviers de croissance. À cette période, nous sommes devenus ce qu'on appelle un délégataire d'énergie. Un délégataire, vous allez comprendre sur le slide suivant ce qu'est un délégataire. Et donc, nous sommes devenus des spécialistes quelque part du montage de dossiers, des certificats d'économie d'énergie pour le compte des particuliers, des entreprises et des collectivités. Aujourd'hui, Texial, c'est une filiale donc significative pour le groupe Engie. C'est une filiale qui compte plus de 300 collaborateurs qui sont dédiés au service client, donc le service client qui est resté et qui demeure notre ADN. Donc notre première force, c'est évidemment de comprendre le besoin du client et de l'accompagner dans son parcours, quel qu'il soit. Nous sommes d'ailleurs significatifs sur ce dispositif des certificats d'économie d'énergie, puisque nous sommes signataires, adhérents, participants à dans plusieurs groupements énergétiques, comme par exemple la T2E ou le GPC2E. Je ne vais pas rentrer dans ce détail puisque celui-ci ne vous intéressera pas forcément. Ce qu'il faut retenir pour comprendre l'activité de Texial, c'est que nous accompagnons donc tous les clients que je viens de vous citer dans leur projet d'efficacité énergétique, c'est-à-dire dans la mise en œuvre de travaux qui vont être plus performants sur le plan de la consommation énergétique. Alors, je vais vous expliquer sur le slide suivant pour comprendre comment ça fonctionne, mais en gros, ce que vous devez retenir, c'est que sur 2019, nous avons versé à titre participatif
plus de 32 millions d'euros de primes pour le compte justement de la mise en œuvre de travaux économes en énergie. Là, Camille, tu peux aller au slide suivant. Alors, on va comprendre. Je vais essayer de vous expliquer simplement ce qu'est le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors, c'est un dispositif qui est fantastique. Tout d'abord, il a été mis en place par l'État suite au protocole de Kyoto en 2005, où un certain nombre d'actions ont été mises en place par les États membres qui ont ratifié ce protocole. Alors, c'est un dispositif fantastique à plusieurs titres. Pourquoi? Parce qu'il est imposé et mis en place par l'État et qu'il ne coûte pas un centime à l'État. Vous allez comprendre. Les énergéticiens que je représente, puisque Texial est devenu délégataire d'obligations, doivent inciter les clients finaux, ce qu'on appelle des bénéficiaires, donc je les rappelle, les particuliers, les entreprises, les collectivités, à réaliser des économies d'énergie. Donc l'État fixe des obligations aux énergéticiens et donc délégataires que nous sommes par exemple Texial, pour réaliser des économies d'énergie. Donc ce qui est quand même antinomique avec notre activité première, qui est la fourniture d'énergie. L'État nous demande d'économiser ou de faire économiser donc la consommation de notre matière première. Alors comment ça fonctionne? Nous, obligés ou délégataires, nous sommes là pour inciter le client final à réaliser ces fameux travaux économes en énergie. Évidemment, on trouve plusieurs intervenants dans ce dispositif, puisque ceux qui réalisent les travaux doivent être des installateurs agréés ou certifiés. Vous avez entendu parler notamment de la certification RGE, par exemple. Et donc, nous, obligés, nous passons par des installateurs, des partenaires, pour réaliser les travaux économes en énergie à nos particuliers, entreprises et collectivités. Pour les inciter, nous les incitons par plusieurs biais, l'accompagnement, justement des systèmes digitaux pour suivre la consommation énergétique, mais surtout par le versement d'une prime qui va venir participer au financement de ces travaux. Donc voilà, ce système, ce dispositif, qui est un dispositif qui fonctionne par période de 3 ou 4 ans, existe depuis une bonne dizaine d'années désormais, et va être reconduit pour une 5e période. Donc nous sommes là pour inciter donc nos clients finaux à réaliser ces fameux travaux économes en énergie. Donc on peut passer au slide suivant pour terminer, puisque le slide suivant est là surtout pour vous passer le relais et comprendre la nécessité de la digitalisation dans ce dispositif. Pour bien réaliser donc son projet économe en énergie, eh bien, il vous faut être accompagné. C'est une obligation. Vous devez être accompagné par un énergéticien qu'on appelle obligé. Vous avez compris que l'État fixe des obligations et par extension, nous sommes devenus des obligés. Donc, vous devez être absolument accompagné pour pouvoir, en amont de vos travaux, connaître le montant de la prime que vous allez pouvoir percevoir lorsque les travaux auront été donc finalisés et certifiés conformes. Vous allez donc obtenir de notre part une prime qu'on appelle le certificat d'économie d'énergie. Donc pour bien réaliser son projet, je dirais qu'il y a 3 points importants. C'est d'être accompagné par un expert, tout simplement, qui va pouvoir valoriser vos certificats d'économie d'énergie à sa juste valeur. Et pour pouvoir suivre votre projet, mais surtout juger de la performance de votre projet, la nécessité de la digitalisation est évidemment prépondérante dans ce dispositif. La mise en place des outils de pilotage pour suivre l'évolution de vos projets et mesurer est absolument nécessaire pour le bon fonctionnement et la compréhension justement du projet que vous aurez pu mettre en œuvre. Et là, je vais passer la parole à Pascal, il me semble, qui va justement vous faire comprendre toute la nécessité de la digitalisation dans votre projet de performance énergétique. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Pascal Catelier, je suis chef de projet en charge depuis 2016 du maintien en condition opérationnelle du système d'information B2B2C de collecte de traitement des certificats d'économie d'énergie pour les travaux résidentiels pour le compte de la direction des tarifs réglementés d'Engie.
Alors, la collecte des certificats d'économie d'énergie s'inscrit dans un ensemble de programmes de rénovation énergétique ayant pour objectif de réduire à la fois la facture énergétique des particuliers et des entreprises et l'émission de rejet de CO2. Le processus de collecte des C2E mis en œuvre par Engie répond aux enjeux de dématérialisation des processus SI. Ce système d'information de traitement des C2E se décline en un portail web B2B à destination des partenaires en charge de la réalisation des travaux. Les partenaires sont des professionnels, installateurs, homologués pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, par exemple l'isolation des logements, des murs, des combles ou la pose de chaudières haute performance. Ces professionnels, ces installateurs, utilisent le portail afin de déclarer, déposer et suivre l'avancement de leur dossier. Les partenaires sont rémunérés par Engie selon le volume de CUMAC collecté conforme, d'où une forte exigence de leur part du bon fonctionnement de nos SI. Le CUMAC, dont on vient de parler tout à l'heure, est une unité de mesure qui définit l'effort réalisé dans le cadre d'économie d'énergie. Cette unité est placée à la suite du kilowattheure, et on parle généralement de kilowattheure CUMAC. Cette unité sert à mesurer une quantité d'énergie, le CUMAC, et employée dans le calcul des certificats d'économie d'énergie. Le SI comprend également un portail web back-office permettant à des conseillers de vérifier la conformité des dossiers et d'apporter le support auprès des partenaires. Les dossiers conformes sont ensuite déposables auprès du pôle national des certificats d'économie d'énergie. Tu peux passer, Camille, au slide suivant. Alors, la maintenance en conditions opérationnelles ou MCO mis en place couvre principalement les évolutions réglementaires, les évolutions digitales ou dites capacitaires et la gestion des incidents ainsi que la correction des anomalies urgentes. Il existe également un MCO préventif pour la prise en charge des demandes de changement technique, par exemple d'infrastructure ou de mise à jour de sécurité ou de montée de version. Pour mener à bien notre MCO, nous échangeons avec différents interlocuteurs. La direction marketing pour les fonctionnalités du portail. Par exemple, elle est en charge de la définition des différents parcours du portail afin de répondre entre autres aux problématiques d'expérience utilisateur ou de web analytique. Les experts réglementaires pour la mise en application des décrets. Le responsable qualité en charge de piloter les équipes de conseil BO back-office. Le RSSI pour toutes les problématiques de sécurité, en particulier la sécurisation des parcours d'authentification. Le RSE, responsable social de l'entreprise, pour le respect de la mise en œuvre des règles d'éco-conception. Le SI qu'on a mis en place, en fait, subit une empreinte énergétique du portail est évaluée chaque trimestre afin d'assurer un SI éco-responsable. Nous utilisons, entre autres, comme outil Green IT. Et enfin, le délégué de la protection des données pour la conformité RGPD des données utilisées par nos systèmes applicatifs. En particulier pour assurer le respect des délais de conservation des données des bénéficiaires afin d'isoler les informations qui relèvent des données commerciales, des données et des données réglementaires. Le principal enjeu étant que les SI doivent être à jour de leurs obligations réglementaires afin qu'Engie ne soit pas pénalisé financièrement. Les dossiers qui ne répondent pas aux obligations réglementaires ne pourront être déposés auprès du pôle national des certificats d'énergie. Les objectifs d'Engie ne pourront être atteints et des pénalités par kilowattheure CUMAC seront déclenchées. À titre d'information, le montant actuel de la pénalité est d'environ 20 € par mégawattheure CUMAC non atteint pour un objectif annuel de 18 TWh CUMAC concernant nos systèmes d'information. Alors, c'est quelques chiffres, mais notre SI a collecté en 2019 24 TWh CUMAC, pour vous donner un ordre d'idée. Les évolutions qui nous sont soumises sont classées par ordre de priorité, doivent répondre aux exigences, dans un premier temps, réglementaires, puis RGPD, sécurité, processus qualité, marketing et éco-conception. La contrainte de délai entre la date de sortie officielle d'un décret ministériel et la date de mise en application est variable, de 1 semaine à 3 mois. Dans certains cas exceptionnels, un décret correctif afin de corriger une erreur dans un précédent décret nécessite une mise en application immédiate. Enfin, pour minimiser l'impact de ces contraintes et assurer le respect des délais, nous anticipons les phases de conception et de développement sur la base de projets de décret, puis nous ajustons si nécessaire le delta aux sorties du décret. Engie ayant la volonté d'être en conformité à date de chaque décret. Voilà, j'ai fini ce slide.
Je vous propose de découvrir la méthode, le processus de delivery que nous avons mis en œuvre afin de répondre aux objectifs et aux enjeux qui nous ont été demandés. Les objectifs que nous devons atteindre nécessitent de répondre en priorité et avec précision à des demandes de changement réglementaire pour lesquelles nous sommes tenus à un niveau de qualité élevé. Toute anomalie ayant un impact fort sur la collecte des C2E, en particulier financier. Cela nécessite un niveau de test élevé. Les objectifs que nous devons atteindre nécessitent de répondre à des demandes de changement des processus de contrôle qualité et de sécurité, et dans les meilleurs délais pour les autres types de demandes. Les autres types de demandes sont plus facilement anticipables et peuvent donc être planifiées et arbitrées au regard de notre capacité à faire. Le processus de delivery mis en œuvre doit permettre d'effectuer des livraisons par version applicative afin d'assurer une traçabilité de bout en bout des demandes de changement au déploiement. Le processus de delivery doit permettre de répondre à des demandes de changement avec un périmètre fonctionnel fini. Dans le cas d'évolution réglementaire, il est souvent conseillé d'utiliser des méthodes prédictives, comme Waterfall ou le cycle en V, car le périmètre et les délais sont fixés et le résultat engageant juridiquement et financièrement. Le processus doit également permettre de réaliser des demandes de changement avec un périmètre fonctionnel en cours de définition. Les évolutions capacitaires, comme les fonctionnalités digitales d'enrichissement des parcours, peuvent être réalisées dans le cadre d'une méthode agile, comme Kanban, car le périmètre ou le délai n'est pas strictement fixé et s'ajustera aux moyens. Le processus de delivery doit permettre d'assurer des tests avec une couverture complète du périmètre fonctionnel livré. Nous devons favoriser la mise en place de tests automatisés pour le réglementaire afin d'assurer une couverture complète des exigences décrites et qui pourront être rejouées sur chaque environnement et pour les versions futures dans le cadre de tests de non-régression. Le processus de delivery doit permettre de réduire nos délais de livraison sur les différents environnements. En étant autonome dans le processus de développement via une approche DevOps que nous avons intégrée, une mise en place d'une intégration continue afin d'assurer la qualité de code et une couverture des tests unitaires, et une mise en place d'un déploiement continu via un workflow de validation des différents acteurs du projet. Pour y parvenir, nous avons opté pour une méthode hybride. Nous avons opté pour les principes agiles pour faciliter et apporter de la flexibilité dans les phases de réalisation. Donc, nous utilisons un backlog produit, des user stories, des sprints. Et les principes agiles couplés à DevOps, dans notre contexte, facilitent une livraison au fil de l'eau des évolutions. Leurs tests fonctionnels en sont facilités et la mise à disposition des métiers accélérée. Nous avons opté pour les méthodes prédictives pour assurer le cadrage et la planification des versions et des évolutions réglementaires. Ça nous permet de planifier les phases de conception, de recettes métiers et de déploiement. On maintient une roadmap de versions annualisée. Nous ne serions pas parvenus à industrialiser notre processus de delivery sans outils. Nous utilisons un outil de type ALM, Jira, pour le suivi d'avancement des demandes. Nous avons créé des workflows Jira adaptés à la méthode de delivery mis en place, avec des workflows pour chacun des types de typologies de demandes. Donc, on a des demandes de changement, les user stories, des anomalies de recettes, des anomalies de production, etc. Chaque acteur du projet a accès à Jira et met à jour le workflow, le consommer et le reste à faire afin de faciliter le pilotage. Les tests sont décrits à l'aide d'un plugin sous Jira qui s'appelle X-Ray afin d'assurer la couverture fonctionnelle, certains tests étant exécutés manuellement, d'autres exécutés automatiquement. La couverture du code applicatif est assurée par Jira qui fait le lien entre les tâches de développement et l'outil de gestion de code. Enfin, nous utilisons Confluence pour la réalisation de la documentation fonctionnelle et technique. La description des user stories sont réalisées sous forme d'exigences et validées par les différents responsables métiers directement dans l'outil. Afin de faciliter une représentation de nos réalisations, voici quelques chiffres. En fait, nous sommes composés, l'équipe MCO est composée de 6 personnes, un CP, un business analyst, un développeur front-end, 2 développeurs back-end, un développeur DevOps. Nous assurons, si nécessaire, des renforts, développeurs et testeurs selon le pic d'activité. L'équipe métier, nous avons 6 interlocuteurs métiers permanents et sur lesquels on a un accès direct. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que l'ensemble des interlocuteurs métiers, ce sont des sites géographiques différents, ce qui nous permet, l'outil dont on parlait tout à l'heure, nous permet de faciliter également les échanges. La recette métier, généralement, est constituée de 2 à 10 personnes selon les versions. Nous avons produit 98 US sur cette année, effectué 23 livraisons en production
Et nous n'avons pas eu de livraison urgente, c'est-à-dire liée à des anomalies bloquantes sur cette année. Je croise le doigt pour que ça continue. Ce que nous devons retenir afin de répondre aux contraintes réglementaires, nous avons mis en place un processus de delivery afin d'assurer le respect des délais et de qualité de nos livraisons. Nous avons utilisé des outils en support du processus de delivery. Nous avons choisi pour la méthodologie de conception et de test un pilotage par les exigences. Juste une petite précision, les sujets liés aux filières technologiques de développement ou architecture technique n'ont pas été abordés lors de cette présentation car cela n'a eu aucun impact sur les fondamentaux de ce qui a été mis en place. Mais je reste à votre disposition si vous avez des questions à poser sur ce sujet. Maintenant, je vais laisser la parole à Mehdi, en fait, sur le projet qui va expliquer comment la méthodologie de pilotage par l'exigence a été mise en place et était l'une des clés de succès de ce projet. Voilà. Merci Pascal. Donc je vais prendre la relève. Donc avant toute chose, je vais me présenter à mon tour. Donc je m'appelle Mehdi Martel, je suis consultant pour Telis en mission chez Engie sur le projet de gestion des C2E. J'ai la fonction donc de business analyst. Et donc je vais revenir sur tout ce que Pascal vous a dit d'une manière un peu plus concrète. Donc ensemble, nous allons faire un focus sur les différentes tâches et missions qui sont les miennes quotidiennement, et je vais vous présenter les différentes pratiques mises en place sur ce projet. Je terminerai en vous expliquant en quoi le pilotage par les exigences est un véritable outil qui permet de faciliter la réussite de toutes les actions menées par l'équipe projet. Donc commençons. En tant que business analyst chez Telis, notre cœur de métier, c'est vraiment d'être formé à mettre en place les meilleures pratiques permettant de répondre de manière simple, claire et efficace aux différents besoins de tous nos clients. Pour ce faire, nous allons travailler quotidiennement avec eux, nous allons les accompagner et nous allons passer par différentes phases que je vais vous expliquer aujourd'hui. La première phase avec un client, c'est la capture du besoin. Pour solidifier cette capture du besoin, la base de notre pratique repose sur 4 piliers fondamentaux qui sont la reformulation, la chasse au flou, les questions inventaires et les questions sous-jacentes. Une image valant mieux qu'un long discours, vous pouvez voir sur la présentation quelque chose que normalement vous avez tous dû voir au cours de votre pratique professionnelle. C'est une image qui est très connue, qui schématise et qui vulgarise tous les écueils qu'on peut rencontrer lors d'une gestion de projet. Entre ce que le client exprime, ce qui est compris, ce qui est formalisé, ce qui est développé, ce qui est financé, ce qui est budgété, vous pouvez voir sur cette image qu'il y a une très très grande différence. Moi, mon objectif en tant que business analyst sur mon projet et sur tous les projets qui sont représentés par Telis, c'est justement de limiter tous ces écueils. Et si vous regardez sur la droite de votre image, moi, mon but en tant que business analyst dans ma pratique quotidienne, c'est de faire en sorte que ce qui est exprimé par le client, je travaille avec lui pour vraiment lever tous les flous, lever toutes les problématiques qui pourraient être observées, formaliser réellement son désir, ce qui est réellement voulu, pour permettre après aux développeurs de développer ce qui est voulu et de livrer ce que le client a réellement besoin. Donc pour ce faire, quotidiennement, comment ça va se présenter? Donc déjà, nous allons travailler sur la reformulation et la chasse au flou. Ces deux techniques vont permettre d'aider le client à clarifier au mieux et à exprimer au mieux son besoin. De mon côté, en tant que business analyst, cela va me permettre de mieux comprendre ce qu'il désire réellement. À la fin de nos différents ateliers, si je lui pose comme question, par exemple, en gardant l'image qui est affichée comme exemple, si je lui pose « Vous avez donc besoin d'une balançoire composée d'un pneu gris rattaché à la branche d'un arbre par une seule corde », je dois recevoir comme réponse de sa part « Oui, c'est bien cela ». Mais tous les ateliers de conception ne pourront pas se terminer tant que je n'aurai pas la validation réelle du besoin de mon client qui se symbolise par « Oui, c'est bien ce que je désire, c'est bien ce dont j'ai besoin ». Suite à ça, je vais en plus faire des séances de questionnement, donc les questions inventaires et les questions sous-jacentes. Elles vont me permettre de verbaliser tous les à côté qui sont souvent non exprimés car logiques ou évidents dans la chemin de pensée du client, mais qui pourraient moins l'être de mon côté. Dans notre exemple, mes questions vont porter sur la taille du pneu, sa couleur, la longueur et la robustesse de la corde, l'arbre auquel la balançoire doit être attachée par exemple. Toutes ces questions vont me permettre de gagner en précision et ainsi de produire un livrable reflétant parfaitement le besoin voulu. À ces 4 piliers vont s'ajouter différentes techniques de modélisation nous permettant de schématiser les processus, les flux, de cartographier les fonctionnalités. Camille vous en montrera un exemple un peu plus tard.
Une fois le besoin exprimé, clarifié et compris des deux côtés, donc du côté client et du côté business analyst, va débuter la phase de formalisation. Chez Telis, la formalisation sous forme d'exigence est une de nos grandes spécialités. Toutes nos exigences se bornent à être monophrasées, autoporteuses et balisées. Nous sommes capables de produire des livrables simples, structurés et compréhensibles. Ces livrables sont alors présentés à nos clients durant des ateliers de validation interactifs. Qu'est-ce qu'un atelier de validation interactif? C'est tout simplement un atelier, donc soit en face à face, donc moi et mon client, soit moi et différents représentants du client et métier, afin de revenir sur chacune des exigences qui ont été rédigées, une à une de les lire, de les évaluer et de les valider une à une. Le but étant qu'à la fin de ces ateliers, toutes les exigences qui ont été formalisées soient validées par le métier. Une fois la validation terminée, le recueil d'exigences définitifs permettra de débuter les développements, mais aussi la conception de toute la stratégie test qui va suivre les développements et permettre le déploiement de la solution en cours de réalisation. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur le projet sur lequel qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, concernant le SI de gestion, merci Camille, concernant la gestion de SI, la gestion des C2E, les demandes de besoins et d'évolution reçues par le métier peuvent, comme vous l'avez exprimé avec Pascal plus haut, sont de deux formes principales. Elles sont soit capacitaires, donc résultant d'un retour utilisateur, d'un besoin fonctionnel du métier, par exemple la mise en place d'un reporting ou d'un tableau de bord. Et on peut aussi inclure dedans, comme vous l'expliquez Pascal en amont, tout ce qui est les évolutions sécuritaires et choses comme ça. Il y a également les demandes de besoins donc réglementaires qui sont portées par la publication d'un décret ou d'un arrêté ministériel, sachant que tout ce qui est lié aux demandes réglementaires sont fixées dans le temps, doivent être mises en place en temps et en heure, et la date de mise en application ne peut pas être changée. Donc, dans ma pratique, tout ce qui est demande capacitaire, en tant que BA, je peux accompagner le métier dans son expression de besoin. En mettant en place toutes les bonnes pratiques TELIS que je vous ai présentées en amont, donc tout ce qui est technique de reformulation, de questionnement, de modélisation, toutes ces techniques vont me permettre d'obtenir une meilleure compréhension de ce qui est attendu. De cette meilleure vision métier, il m'est plus facile d'être force de proposition et d'avancer avec le client afin de manière de formaliser ce qu'on utilise donc sous notre format hybride, des US exigentiels. Donc là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'une US exigentielle? Une US exigentielle, en fait, c'est une user story bien connue du projet Agile. Donc, une US standard a souvent cette forme en tant que, lorsque je suis sur telle page, je dois, afin de. Pour gagner en précision, nous allons délier cette US avec une succession de plusieurs exigences. Cette formalisation va permettre, donc plus précise, va permettre après à tous mes collègues en charge des développements d'être mieux armés à développer et déployer les fonctionnalités demandées par le métier. Par contre, pour tout ce qui est des demandes réglementaires, ce coup-ci, ma pratique va être différente. Étant donné que notre marge de manœuvre est plus fine, toutes les demandes d'évolution inscrites dans le texte ministériel doivent être mises en place en temps et en heure et à la virgule près. Et quand je dis virgule près, ce n'est pas du tout un euphémisme. Lors d'une version précédente qu'on a mis en application là, il y a quelques temps, on a fait une exigence car on devait placer une virgule à la fin d'une phrase. Le décret demandait à ce que cette virgule soit placée là, il fallait qu'elle soit placée là. C'est justement la formalisation sous forme d'US exigentielle qui va permettre, via une arborescence bien précise, d'atteindre un niveau de détail extrêmement précis. Quand je parle d'arborescence, cela signifie que nous mettons en place un système d'exigences et de sous-exigences. Chaque exigence mère va pouvoir avoir jusqu'à 7 degrés de sous-exigence. Ces sous-exigences, elles, peuvent également avoir 7 sous-exigences, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce système d'arborescence, qui peut être vraiment très, très, très large, nous permet d'aller de plus en plus en profondeur afin d'affiner notre formalisation à un niveau quasiment millimétrique. Pour illustrer tout ce que je viens de vous dire, je vais prendre comme exemple donc, la version 32 du SI de gestion des C2E que nous avons livré le 1er octobre 2020. Cette version a été mise en place à la suite de l'apparition d'un nouveau décret réglementaire le 24 juillet 2020 dernier. Ce décret a été travaillé par le métier et nous avons reçu l'expression de besoin de la part du métier le 1er septembre 2020 et il nous était demandé de mettre tout en nos services le 1er octobre 2020. Donc si vous suivez bien, vous avez pu voir qu'entre le 1er septembre et le 1er octobre, nous n'avons qu'un mois pour formaliser, comprendre le besoin, formaliser, développer, déployer, tester et livrer.
l'expression de besoin portait diverses demandes, donc la mise à jour de documents réglementaires nécessaires à la validation des dossiers éligibles au C2E, comme vous l'a expliqué Pascal, donc c'est vraiment des documents qui sont nécessaires pour que le système tourne rond. L'ajout de nouveaux paramètres d'administration et une modification légère des parcours utilisateurs. Dans un délai de 4 semaines, en utilisant donc les techniques que je vous ai présentées plus haut, nous avons réussi à créer 9 US qui ont été déliés en 112 exigences formalisées et validées par le métier, une à une. Ces 112 exigences ont permis la création de 100 tests qui ont été conçus et exécutés durant la phase de test fonctionnel qui a été faite par moi-même. Durant cette phase de test fonctionnel, moi, j'ai remonté 4 anomalies mineures qui ont pu être observées, corrigées, livrées et retestées durant ma phase de test fonctionnel. Une fois que ma phase de test fonctionnel a été terminée, j'ai pu donner la main au métier pour qu'eux puissent prendre en main toutes les nouvelles évolutions. Durant leur phase de recette métier, le métier a trouvé une anomalie que malheureusement je n'ai pas pu voir, qui a été corrigée, livrée et retestée par moi et par le métier. Tout cela a permis qu'en moins d'un mois, plus de 80% du besoin exprimé a été couvert, testé et validé avant même que le métier puisse prendre la main sur les nouvelles applications. Je vais finir en vous disant que tous ces chiffres nous permettent de bien démontrer que notre système d'US exigentiel a permis dans un délai assez court de formaliser, développer, tester et déployer toutes les fonctionnalités réglementaires exprimées par le métier. Et ceci en préservant le degré de finesse exigé dans le décret ministériel porteur de la demande. Si nous n'avions pas utilisé cette méthode d'arborescence d'exigence, et justement pour gagner en granularité fine, on n'aurait pas pu atteindre ce niveau de précision dans le temps imparti. Voilà, maintenant je vais laisser la place à Ludovic pour qu'il puisse continuer la présentation. Merci beaucoup. Ton micro est fermé, Ludovic, je crois. Oui, c'est bon, pardon, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de pouvoir participer à ce REX sur ce webinaire. Je remercie Mehdi et Pascal, ainsi que Frédéric et Camille qui m'ont facilité aussi la démarche pour pouvoir vous présenter cette conclusion. Du coup, ça sera relativement rapide. Je me présente, Ludovic Laplace. Je suis responsable de la division consulting chez Texial. Nous intervenons majoritairement pour notre maison mère NJ, dont Pascal et Mehdi font partie pour la DTR au sein de leurs activités respectives. En conclusion, les clés du succès, bénéfices et satisfaction, bien entendu. On va commencer par les clés de succès qu'on peut rencontrer. C'est de disposer bien évidemment des bons outils et de la bonne méthode pour répondre aux exigences du client, c'est la base bien entendu, et une expertise dans le suivi du cycle de vie du produit de A à Z, de l'expression du besoin à la prise en compte, développement, le test ô combien important, jusqu'à la MCO et les évolutions. Voilà, donc je ne reprendrai pas les échanges que Pascal a pu avoir tout à l'heure, c'était très très clair en tout cas. Avec un bénéfice, bien entendu, sur la maîtrise des coûts, la proactivité, de savoir être à l'écoute, bien entendu, et de pouvoir accompagner les métiers, c'est aussi une base. Et l'offre d'accompagnement du projet, donc la MCO, le maintien en condition opérationnelle. S'ensuit bien entendu la satisfaction que cela va engendrer avec le gain de productivité, le suivi complet et le respect des engagements. On parlait tout à l'heure du réglementaire, mais bien entendu, tout est lié sur cette partie C2E en tout cas, et le cahier des charges respecté dans des conditions optimales. Voilà, c'était très simple pour moi en tout cas d'intervenir et un vrai plaisir. Merci. Merci Ludovic. Alors, merci à toute l'équipe du coup Texial et y compris Mehdi Martel pour cette présentation très claire, très intéressante et surtout à forte valeur ajoutée. On a vu que c'était un réel succès au regard des métriques que vous avez communiquées. Mehdi, du coup, on aura 3 points communs avec ma présentation qui sont donc les piliers que tu as utilisés dans le cadre de la réussite du projet, la date de mise en production qui est également le 1er octobre pour le projet du conservateur. Donc, je reviendrai dessus avec Thierry juste après. Et les métriques qui sont très très proches puisque nous avons, je dirais, à 10% près le même nombre d'exigences, d'anomalies et de cas de test liés aux exigences fonctionnelles.
Donc tout de suite, la présentation donc, avec le conservateur. Donc c'était un projet de dématérialisation d'un produit réglementaire en termes de gestion. Donc je vais laisser la parole à Thierry. J'espère que tu es connecté pour la présentation donc, du conservateur et je reprendrai la parole dans 2 petites minutes pour l'entrée dans le concret donc, de la réalisation du projet. Je suis bien connecté. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Thierry Caussade, je suis le directeur des systèmes d'information du conservateur. L'objectif qu'on s'est fixé aujourd'hui avec le cabinet TELIS qui nous accompagne et en particulier Camille, c'est de montrer comment finalement la mise en place des diligences fonctionnelles a permis de sécuriser l'automatisation d'un de nos process métiers clés. Alors, pour vous présenter le conservateur en quelques mots, c'est un groupe qui a maintenant un peu plus de 175 ans d'existence puisqu'il a été créé en 1844. C'est un groupe qui est aujourd'hui constitué de 5 sociétés dont le cœur de métier est à la fois de gérer des actifs financiers, de proposer ces produits financiers et surtout et encore de proposer des contrats d'assurance vie, donc de l'épargne, de la prévoyance et de la tontine. On reviendra sur ce dernier produit. En quelques chiffres, sans vous assommer très rapidement, c'est le conservateur, c'est à peu près 9 milliards d'euros d'actifs gérés. C'est un petit peu moins de 600 agents et mandataires qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français et qui commercialisent les produits du conservateur. Et c'est plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Voilà. Donc voilà pour la carte d'identité. Donc sur le projet, alors le projet qu'on souhaitait vous présenter, alors il est lié en fait à un produit un petit peu particulier dont j'ai rappelé, un produit d'épargne un peu particulier dont j'ai parlé, c'est la tontine, qui a un cycle de vie un peu particulier. Donc la tontine, je pense que peu de monde connaît. Je ne connaissais pas moi avant d'arriver au conservateur. Donc, en quelques mots, la tontine, qu'est-ce que c'est? C'est une association collective d'épargne, donc un produit d'épargne, qui réunit des épargnants qui investissent des fonds en commun avec un horizon de placement qui est déterminé. Donc, les fonds qui sont apportés par les épargnants sont immobilisés pour une durée qui va de 10 à 25 ans, qui correspond, bon an, mal an, à la durée de vie de l'association qui est créée. Au terme de l'association, l'ensemble de l'actif qui a été constitué est réparti entre les bénéficiaires qui sont toujours en vie. Donc cette phase-là, c'est ce qu'on appelle la répartition. C'est la phase de dissociation de l'association, je vais y arriver, et surtout de paiement des bénéficiaires. Et c'est cette étape-là qu'on voulait vous présenter, c'est cette étape-là qu'on a dû industrialiser. Alors, pourquoi industrialiser cette étape-là? Le constat de départ, c'est que c'était une étape qui était à la fois très manuelle, très peu digitalisée, très papier, et surtout qui avait une très forte saisonnalité. Donc du coup, ce qu'on faisait historiquement pour adresser ce projet, eh bien, on faisait monter des task force de gestionnaires, donc de prestataires externes, et donc ça induit nécessairement quelques problèmes, ça induit des surcoûts, et puis ça induit également des risques opérationnels, puisque finalement, on fait reposer sur un processus métier qui est clé, sur des gestionnaires qui ne sont pas experts, puisque des gestionnaires prestataires. Le dernier point, c'est effectivement, je dis, dispositif très papier, très peu digitalisé, et donc ça a obligé également l'agent à aller voir en présentiel son client, et en cette phase de confinement, c'est pas très à la mode. Voilà. Donc, en gros, les enjeux du projet, c'était ça, c'était limiter les coûts, limiter les risques, qu'ils soient opérationnels ou sanitaires. Et également, le dernier aspect important, c'est qu'on doit également adresser une volumétrie croissante constante. Donc, à titre d'illustration, il y a 2 ans, on traitait 9000 contrats. Aujourd'hui, on est plutôt sur 12 000 contrats. Et on va comme ça en augmentant d'année en année. Donc voilà. En termes de complexité du projet, bon, alors le premier aspect, c'est quelque chose de très banal pour un projet IT, c'est qu'on avait un planning extrêmement tendu et surtout qui était contraint d'un point de vue réglementaire, donc on ne pouvait pas y déroger. Le deuxième point, c'est qu'on devait intégrer, pour automatiser ce process-là, on devait intégrer de nouvelles briques applicatives et pour ce faire, on devait s'appuyer sur de nouveaux partenaires externes. Donc c'était primordial, capital, de s'appuyer, de bien cadrer le projet, de bien cadrer l'intervention de l'ensemble des participants. Et c'est ce qu'on a fait grâce à la mise en place d'exigences fonctionnelles, et c'est ce que va vous présenter maintenant Camille de manière plus détaillée. Merci Thierry.
Alors effectivement, je vais vous raconter une petite histoire. Effectivement, l'année 2020 a été compliquée pour tout le monde avec le contexte sanitaire. Des nouvelles priorités ont été données sur le deuxième trimestre et le projet donc, de répartition des tontines pour l'année 2021 est arrivé comme une priorité à mettre en œuvre pour le 1er octobre. Donc, la priorité est tombée, je dirais, fin juillet. Et donc, mettre en place de bout en bout une gestion dématérialisée de 12 000 contrats en un mois et une semaine, je ne vous fais pas un dessin, c'est compliqué. Pour autant, le pilotage des projets par les délais, je pense que ça parle à tout le monde. C'est quelque chose de très compliqué, surtout quand derrière, on a des contraintes réglementaires. Donc, en synthèse, le projet est le suivant. Donc, fin juillet, on reçoit la demande de gérer le projet de répartition tontine pour le 1er octobre. Nous recevons les expressions de besoin des métiers mi-août, je dirais. Et le 15 août n'est pas la période appropriée pour démarrer un projet, surtout sur une phase de conception pour la disponibilité des interlocuteurs, mais également pour la phase de réalisation. Quel était le périmètre applicatif? Donc, effectivement, intégrer une RADLAD, donc un OCR, finalement, qui permet d'automatiser la lecture des pièces d'identité, justificatifs de domicile, etc. C'est un prestataire extérieur avec lequel nous devons apprendre à travailler, nous connecter, nous brancher et également, surtout, réaliser une conception en un temps record. Définir, intégrer le parcours client. Donc, comment permettre à nos clients qui sont en répartition de pouvoir se connecter à une interface, donc à un autre espace client, récupérer leur contrat, communiquer leurs informations, etc. Donc, finalement, redéfinir tout ce parcours. Et enfin, la troisième brique applicative, automatiser et gérer dans le back-office, donc permettre à tous nos gestionnaires de récupérer tout ce que nos clients ont communiqué sur leur contrat actuel pour pouvoir le gérer. Donc, c'est un travail de bout en bout avec un périmètre complexe puisque 3 briques applicatives et surtout toute une digitalisation à mettre en place qui n'était pas le cas aujourd'hui au conservateur. Je parle aujourd'hui donc au mois d'août 2020. Quels étaient les acteurs? Donc, deuxième complexité, des équipes métiers nombreuses, donc le marketing pour la partie espace client, le digital, le juridique pour tous les délais et les contraintes que l'on connaît, la gestion, donc plusieurs gestionnaires auprès de qui on doit récupérer le besoin, quels sont leurs besoins de traitement dans le back-office, les équipes DSI, donc API, front-end, back-end, ainsi que la MOA, donc moi-même, plus une équipe de recetteurs, un routeur, puisque nous avons également le processus papier. On ne doit pas imposer à tous nos clients de dématérialiser la gestion de leur répartition, et donc l'intégrateur pour le prestataire OCR. Les enjeux, je vous les ai cités juste avant, réaliser le projet en un mois, planning non reportable. Et enfin, comment traduire? En 2 semaines de conception, puisque j'avais fixé comme objectif de laisser 3 à 4 semaines pour la complexité du projet, la phase de réalisation. Comment, en moins de 2 semaines, réussir à maîtriser une phase de conception, rapidement comprendre les incohérences et les points de convergence ou les adhérences du projet avec toutes ces équipes. Sur la dernière quinzaine d'août. Comment j'ai travaillé? Donc, Mehdi, je fais appel effectivement à tous les piliers dont tu as fait part tout à l'heure, les bonnes pratiques TELIS. Donc, j'ai travaillé par l'approche par la donnée, c'est-à-dire que j'ai réuni toutes les parties prenantes métiers dans une salle et je me suis approprié les concepts métiers. Qu'est-ce que nous devons manipuler? Les contrats, les tontines, combien, par exemple, une tontine, combien de contrats peut-elle avoir? Est-ce qu'un client peut avoir plusieurs contrats en répartition, etc., etc. Pourquoi? Parce que si vous ne creusez pas tout de suite ces concepts métiers, vous allez arriver sur votre espace client, vous allez juste demander, par exemple, à votre client de pouvoir sélectionner le contrat dont il a une répartition. Et qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, mais moi, j'ai 2 contrats. Le premier flou, c'est un loupé, première erreur fonctionnelle, alors que par l'approche par la donnée, avec tous les piliers, reformulation, la chasse au flou, etc., ça permettait d'avoir un cadrage, je dirais, quasiment exhaustif. Également progressif, je ne rentre pas tout de suite dans le détail, je ne demande pas tout de suite la volumétrie, mais par exemple, j'essaie de comprendre tout de suite les premiers concepts métiers. Et derrière, j'utilise un outil qui me permet de formaliser en automatique ma spécification fonctionnelle. Donc, à la fois, je capture et je formalise en automatique. Donc, rapidement, je vous montre du coup cet outil. Hop. Qui m'a permis du coup, donc c'est un outil qui permet tout simplement de générer une spécification fonctionnelle. Hop, je charge. Donc je renseigne mes objets métiers pendant ma capture.
mon client, ma partie contractualisation. Donc, j'ai ici dans mon modèle conceptuel, en faisant ma capture, le type d'impôt, le bénéficiaire concerné par la tontine, etc. Je renseigne derrière toutes mes cardinalités et mes liens. Donc, je réalise un modèle de données qui permettra à mes équipes de développeurs de pouvoir tout de suite comprendre quels vont être les objets métiers à manipuler. Et derrière, quand je demande la spécification, donc j'ai une génération automatique. Et quand je la télécharge, j'obtiens une SFG où j'ai déjà toute la mise en page de réaliser. Et également, la partie modélisation avec les descriptions littéraires en dessous qui permettent de nouveau à ma MOE de pouvoir s'imprégner, comprendre le sujet immédiatement. Mon modèle fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'un modèle fonctionnel? C'est finalement des briques qui permettent de rattacher des exigences fonctionnelles, donc un besoin. Par exemple, au clic sur le lien « Mes opérations tontine arrivant à échéance », le client doit accéder sur l'onglet « Tontine arrivant à échéance ». Et ça, en le détaillant et en le découpant avec ce modèle fonctionnel, en rattachant mes exigences, je reviens sur la présentation, j'obtiens une SFG rapide je reviens sur les métriques, 3 heures de capture, 52 pages de SFG avec le modèle conceptuel, le modèle fonctionnel et un schéma toutes les 3 pages. Le schéma toutes les 3 pages est une règle de formalisation qui permet finalement à la personne qui va lire de rapidement avoir en synthèse ce dont il s'agit, donc toutes les 3 pages. Et donc, c'est un récap et c'est, je pense, un bon moyen de compréhension d'une spec, enfin d'un livrable. Sans des exigences fonctionnelles, mais dit de nouveau, nos métriques sont très proches. Et donc, une SFG avec le modèle de données, le modèle fonctionnel et les exigences. J'ai pu livrer donc un document complet début septembre à l'équipe MOE. J'ai fait valider de façon interactive avec toutes les parties prenantes, toutes les exigences fonctionnelles qui étaient dedans, permettant de me garantir de l'exhaustivité de mon besoin. Il n'y avait pas de flou. Et derrière, ça garantit également aux conservateurs, puisque ce projet de tontine a lieu tous les ans, d'avoir une traçabilité et un historique. Donc, c'est, je dirais, un investissement pérenne de réaliser un livrable avec cette exhaustivité du besoin pour les années à venir. Une fois que donc, le livrable a été réalisé, idem, méthode de pilotage TELIS avec beaucoup de transparence, un reporting envoyé donc, tous les 2 jours, un fonctionnement, je dirais, en agile malgré une phase de conception cycle en V. Donc, c'était effectivement une méthode un peu hybride. Et en retour sur investissement, on peut conclure d'une réduction de temps de traitement de 55% des équipes du bac. Pourquoi? Parce que nous avons réussi, en fait, avec ce livrable et la phase de réalisation, à livrer le projet le 1er octobre. Je vais vous montrer également un autre livrable qui est en fait l'export des exigences permettant d'aboutir à un cahier de recettes en automatique si jamais vous n'avez pas le temps en fait, de renseigner. Un cahier de recettes, c'est un livrable, c'est un impératif avant de lancer votre phase de test. Et du coup, en ayant réalisé un export de mes exigences, j'ai un cahier de recettes tout prêt avec mes niveaux, mes exigences et mes sous-exigences dont vous ont parlé Mehdi tout à l'heure et l'équipe Texial. Une fois que ce cahier de recettes était réalisé, l'équipe de recetteurs était dessus, des itérations 2 fois par semaine, donc comme je vous le disais, une méthode un peu hybride, un peu d'agile, un peu de cycle en V. Parfois, on n'a pas le choix. Donc, c'est le parti pris que j'ai décidé d'avoir pour ce projet. Et du coup, le 1er octobre, nous avons ouvert nos services à nos 12 000 clients et si je puis dire, après un mois de Rex, ce premier jalon s'est plutôt bien passé. Donc, je vais passer plutôt la parole à Thierry pour qu'on puisse faire la conclusion ensemble, en espérant que du coup, vous ayez bien compris que cette partie projet tontine vous a intéressé. Okay. Merci Camille pour cette présentation et pour ce projet. Effectivement, les facteurs clés de succès donc, du projet, c'est premier élément, c'est la capacité à bien capturer les besoins et à les traduire en exigences fonctionnelles. Ça, c'est ce qui a été fait. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'était la capacité à avoir rapidement une SFG. Donc, l'utilisation de l'outil, ça a été un vrai accélérateur et ça nous a permis finalement d'avoir une spec dans un délai extrêmement record. Et cette spec-là, ça nous a permis quoi? Le bénéfice à amener, c'est finalement à l'ensemble des équipes de parler le même langage. Et donc, effectivement, c'est là où on parle de proactivité d'équipe fédérée, puisque finalement, tout le monde est au clair sur les besoins et sur ce qu'il a à faire sur l'ensemble des éléments. Sur l'aspect bénéfice projet, bien entendu, faire le projet un mois, c'était pas gagné. Donc, on a tenu ces délais-là, donc c'était extrêmement important. Et investissement long terme, je partage complètement ce que tu as présenté parce que finalement,
On a souvent on va dire des process qui sont récurrents et qui sont souvent mal documentés, et dès lors qu'on doit les transformer, eh bien, on manque de documentation. Donc cette documentation, c'est effectivement, moi je considère, c'est un investissement long terme, de la même manière que les exigences qu'on a injectées derrière dans des cahiers de recettes qu'on peut réutiliser de manière récurrente, ça c'est un investissement long terme. Parce que tu voulais compléter, Camille. Je dirais que ma plus grande satisfaction, c'est d'une part d'avoir fait ce que j'écris un win-win, c'est-à-dire qu'on a permis aux clients, malgré le contexte, de pouvoir réaliser leur répartition, de communiquer toutes leurs informations, etc. Je dirais moins de stress et vraiment, je pense que les liens se sont clairement améliorés, même s'ils étaient déjà très bons avec les parties prenantes. Pourquoi? Parce que gérer un projet en un mois avec 8 équipes, une cinquantaine de personnes, c'est anxiogène, c'est un contexte compliqué, etc. Et pour autant, tout le monde était très satisfait le jour de la mise en production. Donc, je dirais que c'est un réel win-win. Et j'étais vraiment très, très satisfaite de ça. D'ailleurs, les personnes qui s'occuperont de la répartition à venir, je leur souhaite vraiment que ça se passe comme ça, parce que c'est que du plaisir lorsque la phase de cadrage est réalisée et que ça se passe bien, que la phase de réalisation, il n'y a pas de flou, pas de doute sur ce qu'il y a à faire, la phase de recette et la mise en production sont également cadrées de la même manière. C'est vraiment super comme expérience humaine et professionnelle. Je partage. Merci. Très bien. Alors, je ne sais pas si l'équipe Texial ou Raphaël souhaite ajouter quelque chose. Sinon, on peut passer directement aux questions. Il est 12h01 et bravo. Je crois que nous avons respecté le délai, le temps de parole. C'est très bien. Super. Effectivement, pile poil dans les temps. Donc déjà merci à Camille et puis à l'ensemble des autres intervenants pour ces 2 excellents retours d'expérience. On va passer à présent sur la dernière demi-heure qui nous reste à tenter de répondre à un maximum de questions. Il y en a beaucoup. Comme je l'avais expliqué, je vais les prendre dans l'ordre, faire des questions qui ont été les plus plébiscitées. Donc, il y a une première question qui sera donc pour les personnes qui ont présenté leur retour d'expérience, le conservateur. Bonjour, le nom de cet outil d'automatisation, de recueil et de formalisation des exigences, s'il vous plaît, ça vient de Corinne Laurent. Alors bonjour, oui, je peux répondre complètement. C'est un outil donc qui est aujourd'hui détenu par BA Lab, donc la première entreprise que je vous avais présentée. Je reviens dessus. Vous voyez toujours mon écran, hein? Oui. Hop. Donc de BA Lab, qui est une filiale de Telis et qui a un outil qui s'appelle BA Autoconcept et qui permet de formaliser en automatique un certain nombre de livrables. Je vous invite, si vous, de toute façon, nos coordonnées seront communiquées, mais je vous invite à revenir dessus si vous le souhaitez. Donc c'est BA Lab. Une question maintenant pour Texial. Est-ce que vous utilisez un outil de gestion des exigences et si oui, lequel? Je vais prendre la réponse à cette question. Alors, comme je disais, en fait, on utilise Confluence, mais j'ai essayé de décrire un peu plus. On n'a pas un outil dédié aux exigences. En réalité, en fait, on s'inscrit dans un ALM, donc une application de batch management, Jira, le couple Jira Confluence. Donc, sous Jira, on va ouvrir des tickets, des types d'US, donc des user stories. C'est un type de ticket qu'on a formaté avec un workflow particulier et sur lequel on va rattacher la page Confluence qui va contenir le détail exigentiel. Alors, la présentation sous Confluence est quasi identique à ce que Camille vous a montré sous Word. C'est-à-dire qu'il y a bien l'adaptation des exigences de 1 à 7, comme le précisait tout à l'heure Mehdi. Et c'est ça qu'on va suivre. On va suivre cette traçabilité exigence à travers l'outil. Ça nous permet, parce que le Jira ne nous permet pas simplement de décrire l'exigence, ça permet de suivre sa réalisation à chacune des étapes. C'est-à-dire que le workflow va permettre effectivement de valider l'US avec les exigences associées, puis ensuite de la prendre la main dans la phase de développement, donc par l'équipe de développement. Donc il y a toute une phase, donc il y a un design review, c'est-à-dire les développeurs après la validation vont pouvoir faire une relecture complémentaire et poser des questions
sur l'exigence. Il travaille directement sur cette matière, hein, sur la partie exigentielle qui était décrite dans l'US. Puis ensuite, on va aller jusqu'au bout du workflow, c'est-à-dire que on va livrer. Donc, au moment de la livraison, il y a une phase de workflow supplémentaire, donc livraison sur l'environnement de recette, et ainsi de suite. Ensuite, validation sur l'environnement de recette. Puis ensuite, on donne dans le workflow la main au métier. Le métier va utiliser Jira pour aller valider le fait qu'ils ont effectué les tests métiers sur l'US concerné, ainsi de suite, jusqu'au déploiement. Et donc, Jira nous permet d'assurer la traçabilité de la conception au déploiement. On a la capacité de suivre toute la vie globalement de l'US. Et j'anticipe peut-être sur une question que j'ai vue un peu plus loin qui parlait effectivement des releases. Je vais pas faire long, mais en réalité, on gère bien deux releases. On gère deux releases en même temps. C'est-à-dire que lorsqu'on est en phase de développement, la partie conception de la release suivante est en cours. Et on enchaîne les releases de cette manière-là. C'est ça qui nous permet d'avoir 23 livraisons dans l'année, en fait. Donc, l'outillage est indispensable, surtout que les métiers, je rappelle, sont distants. On n'a pas des métiers sur site. Les métiers sont sur 4 sites distincts. Il y en a un à Toulouse, à Montpellier, à Lyon et une dans l'Est. Et nous, on est situé dans la région parisienne. Ce qui fait que l'outil nous permet effectivement derrière de gagner en réactivité, en fait. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, une question de Sophie Cotin. Les tests sont-ils liés aux exigences, aux sous-exigences, donc toujours pour le Rex Texial? Mehdi nous a quittés. Ah, Mehdi, en fin de compte, il doit avoir des problèmes de connexion pour le moment. Il a eu un problème avec son Wi-Fi, effectivement. J'avais avoir du mal, c'est bien une question pour Mehdi. Bon, les deux suivantes, on va attendre. Oui. On va peut-être attendre qu'ils reviennent et puis essayer de les passer à ce moment-là. Mais oui, alors, dans les pratiques TELIS, effectivement, toutes les exigences doivent être uniques et testables. Donc, si vous avez une US qui a N exigences, elles devront toutes être testées. D'accord. J'espère répondre à la question. Je pense que Mehdi l'aurait mieux fait, mais je connais cette pratique également puisque c'est notre socle commun et effectivement, toutes les exigences doivent être uniques et testables. Il y en avait une autre qui était pour Mehdi, mais on va peut-être passer sur la suivante, qui est de Cédric Dubruel. 112 exigences et 130 tests exécutés. Pourquoi une granularité si fine? Alors ça, je peux répondre pour le niveau de qualité. C'est-à-dire que comme on a un niveau, on doit avoir des obligations réglementaires, le niveau de test finalement est très fin. Le niveau exigentiel est très fin. C'est-à-dire que typiquement, l'ensemble, lorsque on a des évolutions qui concernent les écrans, l'ensemble des règles comportementales des écrans vont être écrits. L'objectif également qu'il n'y a pas d'écart entre le besoin exprimé par les métiers et ce qui va être ensuite testé ou ce qui va être testable. Parce qu'on a un temps très réduit. Si c'est pas fait, si on n'a pas ce niveau de détail, on ne sera pas à la date attendue. On risque d'avoir des anomalies qu'on va reporter plus tard et on va être tendu en termes de planning. Donc, plus finalement on a un niveau fin exigentiel et des tests associés, plus d'ailleurs la qualité s'en ressent. Alors, ça prend un peu plus de temps, ça c'est sûr. Mais c'est la contrainte réglementaire qui nous oblige à faire ça, en fait. D'ailleurs, Pascal, si je peux effectivement compléter ce que vous dites, à chaque exigence, comme elles sont effectivement, comme je le disais tout à l'heure, uniques et testables, lorsque vous rentrez dans un niveau de granularité fine, vous n'avez plus la problématique de faire des modifications au moment où c'est livré. Je vous illustre ça. Est-ce que, par exemple, un contrat tontine, je vais prendre mon projet, peut avoir plusieurs règlements? Si cette question n'est pas posée et n'est pas formalisée sous forme d'exigence, que se passe-t-il? Lorsqu'un client a plusieurs contrats et que finalement, lorsqu'on a développé un règlement était possible, eh bien, une tontine pourra être réglée avec un mode de règlement et la deuxième devra subir le mode de règlement de la première tontine. Or, si nos métiers souhaitaient que plusieurs modes de règlement soient possibles, eh bien, on est passé à côté du besoin. Donc, on détaille au maximum, comme le disait Pascal. Voilà. C'est la levée des flous, en fait. Ça permet aussi la levée des flous, en fait. Tout à fait. La question suivante, je pense qu'on y a déjà répondu, je vais quand même rapidement la reposer. C'est pour Camille. Quel est l'outil utilisé pour la modélisation des données? Je pense que ça revient à ce que vous avez déjà dit. BA Autoconcept, tout à fait. Je peux revenir dessus. Hop.
c'est… Je ne peux plus être dessus. C'est effectivement BA Autoconcept de l'entreprise BA Lab qui est ici. Je vous l'ai laissé effectivement en présentation. Modélisation du modèle de données, également modèle fonctionnel et d'autres évolutions d'ailleurs sont en cours et seront bientôt livrées, notamment la traçabilité de la validation d'une exigence et la traçabilité du mode est-ce qu'une exigence a été validée, est-ce qu'une exigence a été resetée. C'est les prochaines évolutions de l'outil. Toujours pour toi, Camille, quid des exigences non fonctionnelles? Alors, quand une exigence n'est… Alors, une exigence est testable, donc qu'est-ce qu'on peut appeler une exigence non fonctionnelle? Et je pense que tu parles d'exigence technique, typiquement. Ah, bien. Pour la traduction en spécification technique, par exemple? Camille, si tu veux, je peux répondre. Oui, bien sûr. Oui. Alors, sur ce projet-là, on a eu quand même un énorme avantage, c'est qu'on a eu peu d'exigences non fonctionnelles parce que finalement, on s'est appuyé sur les nouvelles briques qu'on a mis en œuvre. On s'est appuyé sur de la techno SaaS, donc on avait finalement assez peu d'exigences techniques. Après, pour tout ce qui est, on va dire, gestion des rejets, recyclage, etc., nous, on considère que ça, c'est de l'exigence fonctionnelle, donc c'était inclus dans les documents produits par Camille. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'était ma réponse. Merci, Thierry. Alors, même si la question ne m'était pas adressée, je peux peut-être répondre parce que nous, on en a eu, en fait, en termes de sécurité. Donc, côté métier, la partie sécurité est importante, mais ça vient pas de leur fait. Donc, du coup, c'est considéré comme des exigences techniques. Donc, nous, on a séparé deux types d'US, on parle d'exigences d'US exigentielles. Donc, on a les US et les TS pour les Technical Stories. Et du coup, tout ce qui relève de l'exigence non fonctionnelle, on le fait passer en technical story. Et derrière, on a toujours un interlocuteur équivalent métier, donc un interlocuteur technique qui va valider un choix de sécurité, par exemple, qui doit être mis en place dans une version à livrer. Ok. Alors, je pense que ça c'est encore une question pour Texial. Je pense que ça va encore être pour Mehdi, donc on va quand même voir s'il est possible d'y répondre. La définition de l'US exigentielle est-elle normalisée ou s'agit-il d'une pratique TELIS? Si Camille répond, si… Oui, c'est une pratique TELIS. Alors, les exigences fonctionnelles, c'est, je dirais, c'est un peu l'état de l'art de l'assistance à maîtrise d'ouvrage aujourd'hui, mais peu pratiquée. Pourquoi? Parce qu'on va beaucoup plus vers des tendances, je dirais, hybrides, cycle en V, méthode agile, où finalement, elle a perdu un petit peu de sa valeur ajoutée uniquement par son image. Or, TELIS, aujourd'hui, dans nos formations, vraiment nous exige de lui-même que nous formalisions de cette façon-là parce qu'on sait que ça fonctionne, on sait que ça marche, les métriques étaient là et du coup c'est aujourd'hui propre au cabinet. On ne formalise pas un livrable sans exigence fonctionnelle. Et là-dessus, si je peux rajouter un mot, donc quand moi j'ai repris le projet, on fonctionnait en SFD et en cycle en V classique. Et du coup, on a mis en pratique justement une approche hybride qui correspondait mieux à la réactivité qui nous était demandée. Et c'est là où on a introduit cette notion du US exigentiel, parce que la brique utilisée dans les méthodes agiles, on parle plutôt d'US, c'est plutôt la brique unitaire de définition de l'exigence. Et du coup, l'US est l'exigence par an, ce qui va se décliner en N exigences enfant, pour faire simple, en fait, dans l'occurrence. Et donc, en praticité, c'est-à-dire que lorsque le développeur, parce qu'au final c'est ça, va ensuite récupérer une US pour la développer, et du coup, il va prendre l'US avec l'exigence. Et ça se passe très bien. Les développeurs ont totalement intégré ces principes-là et ça leur pose aucun problème opérationnel. Et ça depuis 4 ans. Donc, il y a un retour d'expérience dans la durée. D'accord. Toujours pour Texial, avez-vous des techniques précises de recueil des besoins? Camille, je vais te laisser répondre. Parce que Alors oui, ça doit être les mêmes, je pense. C'est effectivement ce dont parlait Mehdi tout à l'heure et je vais me remettre sur la slide. Effectivement, nos techniques de recueil de besoins reposent sur 4 piliers. Donc, la reformulation, toujours reformuler notre bonne compréhension
après notre interlocuteur pour être sûr d'avoir bien compris que notre interlocuteur puisse avancer également et avoir également conscience que nous sommes tous les deux d'accord. La chasse au flou. Dès qu'en fait on a un petit doute sur un élément, un objet métier, un concept, peu importe, poser des questions, ne pas hésiter. Par exemple, utiliser le pourquoi systématiquement, quasiment 7 fois, c'est une des méthodes sur lesquelles nous sommes formés. La question inventaire, est-ce que ça vous semble complet ? Alors là, elle est brute de décoffrage, mais évidemment, c'est à adapter à chaque contexte. Et la question et poser des questions sous-jacentes que parfois votre interlocuteur n'aurait pas forcément en tête. Donc ça, c'est une première technique donc, qui repose sur ces 4 piliers. Et après, la capture, en fait, cette étape très importante, est également accompagnée, donc, par exemple, de modélisation directe. Quand vous entrez, vous approchez par la donnée au moment d'une capture, si vous modélisez en direct en disant, alors, on est bien d'accord que un client peut louer une voiture, en reformulant, en reprécisant et en modélisant en direct, votre interlocuteur sait qu'il n'y a plus de doute et peut-être qu'au contraire, ça va lui générer, ou il va peut-être penser, ah effectivement, un client peut peut-être louer 2 voitures en même temps. Vous voyez, c'est toutes ces techniques de capture. Donc, les 4 piliers, plus la modélisation directe avec la formalisation du futur livrable. Ok. Toujours Texiel. Le REX porte essentiellement sur la mise en place de la première release. Qu'en est-il sur les évolutions futures, la maintenabilité des exigences? Alors, j'ai essayé justement de répondre tout à l'heure à ça. Je vais essayer de reproduire ma réponse. En fait, ça concerne un MCO. Donc, la MCO, c'est qu'on a N release, c'est qu'on a des évolutions qui arrivent au fil du temps. Donc, c'est pour ça qu'on a un workflow globalement de delivery. Comme je disais, lorsque l'on est en train de développer une version, une autre version est en train d'être conçue. Donc, on itère. Généralement, on a 2 versions simultanément. L'équipe ne permet pas de gérer plus de 2 versions. Donc, du coup, il n'y a aucune équipe qui est en stand-by. Il y a toujours une équipe qui est occupée. Lorsque la conception est terminée, on passe en dev et ainsi de suite. Et puis après, ça passe au test. Et pour la maintenabilité des exigences, ça se passe sous Confluence. Lorsque une US vient à être modifiée parce que il y a une évolution sur son périmètre, on la met à jour et on la fait revalider. Donc, on a aujourd'hui une découpe sous forme de futures, d'EPIC et d'US. Je ne suis pas en train d'étaler là-dessus. De granularité, de découpe fonctionnelle. Et lorsqu'il y a une évolution, effectivement, elle est portée sur l'US qui est versionné en plus. Confluence permet de versionner les différentes versions d'US. Et Pascal, pour compléter également ce que vous dites, on a également le balisage avec les valeurs absolues qui sont ici. Par exemple, alors je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, on a par exemple ici cette entre crochets 10. Et si par exemple nous avons une nouvelle EBU qui arrive 2 semaines après la livraison d'une SFG, alors pas de problème. L'exigence fonctionnelle sera rajoutée, mais elle aura un numéro non pas incrémental, 11, puisque quand vous avancez dans la spec, vous avez évidemment des numéros d'exigence, des exigences qui étaient déjà présentes, mais une nouvelle valeur absolue qui vous permettra de vous assurer que c'était bien des nouveaux besoins, donc des nouvelles fonctions à ajouter dans votre livrable. Ça, c'est pour on va dire, plus une méthode cycle en V. Une question qui porte donc sur le REX, le conservateur. Comment les développeurs perçoivent vos specs? Thierry, tu souhaites répondre ou tu préfères que je réponde? Je ne sais pas si Thierry, peut-être que tu es en mute. Alors, je vais répondre. Les développeurs… Il arrive. Ah, il arrive. Non, mais tu peux répondre. En fait, globalement, ce qui est sûr, c'est que ça clarifie très clairement le besoin. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je sais qu'il y a une question sur les modalités de rédaction des exigences fonctionnelles. Je te laisserai détailler ça, Camille. En tout cas, la granularité exigence fonctionnelle nous permet finalement de développer des US et de valider ces US au fil de l'eau. Donc, nous aussi, on travaille avec la suite Atlassian, Jira, Confluence, etc., Qmetry. Donc, ça nous permet d'avoir cette granularité qui permet à la fois le suivi de l'avancement, la validation, mais ça sert également aux développeurs. Et donc, ils aiment bien travailler avec cette méthode.
Et en toute transparence, c'est vrai que ça s'est vraiment très bien passé. Et je vais même vous faire une confidence. J'ai livré ma SFG et j'avais déjà des congés planifiés. Donc, une semaine, je devais partir une semaine après la livraison de ma SFG. Thierry m'a autorisé puisque au moment de la relecture de la SFG, les développeurs étaient plutôt conquis et m'ont vraiment dit que ça faisait même du bien d'avoir des SFG de ce niveau-là, leur permettant de ne pas systématiquement toute la journée appeler l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou le chef de projet en creusant le besoin parce que quelque chose est un peu flou ou mal expliqué, je dirais, par manque de temps. Donc, j'ai pu partir en vacances et les développeurs étaient ravis et on n'a eu aucune remise en question des exigences fonctionnelles. C'était uniquement des ajustements sur lesquels les métiers étaient revenus au moment de la phase de réalisation. Mais j'étais rentrée de vacances pour répondre aux questions. Mehdi nous a rejoint. Alors, je vais rapidement profiter. Il nous reste 10 minutes pour répondre aux questions. Mais avant de poursuivre les questions, je vais rappeler à tous nos auditeurs de la journée de bien penser assez rapidement dans l'onglet sondage pour répondre aux 4 questions qui sont posées. Donc on reprend les questions. On est toujours sur la Rex Texial. Si vos tests, et comme Mehdi est de retour, il va pouvoir prendre la parole. Si vos tests sont exécutés par le BA, ont-ils aussi été créés par lui? Alors, oui, sur ce projet-là, c'est bien moi qui ai la charge de construire la couverture de test. Faut savoir que que je formalise et que en fait, faut savoir que je suis aussi certifié ISTQB testeur. Donc, il faut savoir que toute la formalisation sous forme exigentielle suit la règle de conception d'une couverture de test, à savoir qu'à la fin de la conception de la couverture de test, chaque exigence doit au moins être couverte par un test fonctionnel. Et une fois que toute ma conception de test est faite, le métier, les personnes qui vont avoir la charge de faire les tests, pendant la recette métier, ont un accès à mon cahier de test pour justement travailler avec moi, faire une review pour le rendre plus pertinent ou me dire ce test-là, c'est peut-être moins pertinent dans tel cas, comme ça, pour avoir vraiment un cahier de test le plus fin possible et le plus efficace possible qui sera utilisé donc sur la phase de test fonctionnel et sur la test de recette fonctionnelle. Okay. Et Mehdi, si je peux également compléter, les exigences en fait fonctionnelles permettent également l'export dont je vous ai fait part tout à l'heure dans le fichier Excel. Et l'avantage, c'est que vous avez un document qui recense donc toutes les exigences fonctionnelles de votre spec. Et derrière, avec le métier, vous avez une bonne base pour derrière faire des scénarios soit nouveaux, spécifiques que seuls les métiers connaissent, ou justement réaliser des scénarios de bout en bout en prenant des exigences fonctionnelles par brique applicative et en les combinant, vous permettant de faire une recette, je dirais, quasiment exhaustive, voire totalement exhaustive. Voilà, exactement. La question suivante, je pense, porte toujours encore sur le Rex Texial, donc je pense que ça va encore être pour Mehdi. Est-ce une volonté de se limiter à 7 éléments par niveau? C'est une bonne pratique télicienne. Dans notre pratique quotidienne, nous faisons en sorte d'avoir au minimum 2 sous-niveaux et de ne jamais dépasser les 7 niveaux de sous-exigence. Donc oui, c'est un désir, c'est dans notre pratique quotidienne, que ce soit sur ma mission ou sur celle de Camille ou sur tous nos collègues téliciens, tous nos livrables, vous ne verrez jamais un sous-niveau ou 8 sous-niveaux. C'est toujours de 2 à 7. Ok. À présent, une question qui porte sur le Rex, le conservateur. Est-il possible d'avoir un exemple d'US avec exigences et sous-exigences associées, dont formulation conseillée? Oui, alors par exemple, quand on va prendre la partie front office, si je vais reprendre tout à l'heure ce qu'on se disait, donc en tant que client, lorsque je suis connecté sur l'espace client, je dois pouvoir accéder à mes contrats afin de pouvoir communiquer mes informations. Là, je vais récupérer donc mes exigences fonctionnelles qui sont, par exemple, dans la spécification fonctionnelle ici, et je vais en avoir peut-être 3 ou 4 des exigences fonctionnelles rattachées.
à la case à cocher, j'atteste sur l'honneur doit être coché par le bénéficiaire, etc. Et du coup, ça me fait une US et 5 ou 6 exigences fonctionnelles. Comme le document est effectivement confidentiel, parce que c'est propre à mon client, je n'en dévoile pas trop, mais j'espère que vous avez compris du coup l'US et les exigences rattachées. Ok. Une question sur Rextexial. En termes de release, vous ne travaillez que sur une release à la fois, ou l'équipe travaille t-il sur plusieurs releases pendant que l'équipe teste une release, une autre release est-elle en cours de développement? Tout à fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a 2 releases en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a une release qui est en conception, pendant qu'une autre est en développement. Et lorsqu'on va passer en phase de test, donc on a les environnements qui vont pour, et on est aidé également par le fait qu'on est en DevOps. Et du coup, on fait de l'intégration continue. Ça nous facilite largement la vie pour justement faire en sorte que les US soient directement versionnés automatiquement et livrés pour être testables. Mais on a 2 versions simultanément. Une question, je pense, qui va être pour Mehdi et qui va lui permettre de répondre à une question qui avait été précédemment posée. J'ai l'impression que le concept d'US exigentiel est en fait exactement celui de critères d'acceptance d'US, notion classique d'acceptance critériale dans les méthodes agiles. Est-ce exact? Bonne question. En fait, tout dépend parce que là, ça mériterait que je fasse une petite reformulation, une petite chasse au flou avec la personne qui a posé cette question. Car d'un projet agile à un autre, le terme de critère d'acceptance peut varier. Donc là, si la question étant de savoir si justement le fait de servir des exigences pour monter... non, à la base, l'exigence est vraiment là pour poser sur papier et formaliser réellement ce qui doit être fait et ce qui doit être déployé. Après, la conception de test et toute la couverture de test étant construite sur les exigences, donc oui, je peux répondre par l'affirmatif en disant qu'effectivement, toutes les exigences vont nous servir à créer des tests d'acceptance. Après, les critères d'acceptance peuvent varier en fonction des priorités et des choses qui sont vraiment essentielles. Voilà, c'est assez compliqué de répondre ça comme ça, mais oui, grosso modo, on peut dire que oui, ça va sous-tendre complètement les critères d'acceptance. Les exigences vont sous-tendre complètement les critères d'acceptance. Ok. Question suivante. Alors, toujours Texial. Votre documentation dans Confluence est mise à jour suite à vos US. Ça, c'est la première question. Elle ne sert pas. Est-ce qu'elle ne sert pas aux développeurs? À quel moment du projet? Mehdi, je te laisse répondre. Alors, je connais la réponse, mais je crois que tu la connais aussi. Bah oui, non, bien sûr. Comme l'a expliqué Pascal, donc toute notre documentation est effectivement sous Confluence, mise à jour à chaque fois qu'elle a besoin d'être mise à jour. Et nos développeurs, donc toute l'équipe, que ça soit Pascal, moi, les développeurs et même le métier, avons accès à cette documentation et les développeurs basent tous leurs travaux sur cette documentation. On n'a qu'une documentation en fait. Et on a bien un cycle de vie de l'US, de la page US sous Confluence, de la conception à la validation métier. Et on a un workflow à l'intérieur de Confluence, on a un plugin à l'intérieur de Confluence, un workflow qui permet au métier d'aller valider. On trace la validation des métiers pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est vraiment le point fort de ce projet-là et qui a été mis en place aussi par Pascal, merci à lui, c'est vraiment que tout est absolument traçable via les outils qui ont été mis en place, que ça soit via Jira, via X-Ray, via Confluence. On peut vous lister du début du travaux jusqu'à la release, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été commenté, tout ce qui a été modifié, tout ce qui a été validé.
et jusqu'au temps passé d'ailleurs, parce que on a un worklog intégré directement et on a le temps passé sur chacune des tâches. Et on a également des métriques, des ABAC qu'on revoit à la fin, donc par semestre, pour vérifier si on est toujours sur le même taux de temps de conception, de temps de développement, de temps de test. On a juste le temps de finir avec une dernière question qui va porter sur le conservateur. Avez-vous un outil qui permet de suivre l'avancement de la réalisation de vos exigences? Alors, un outil en automatique, non, pas encore, parce que justement, je parlais des évolutions de l'outil AutoConcept, ce sera bientôt disponible. En revanche, si vous faites un export des exigences fonctionnelles et que vous les mettez par exemple dans Qmetry, donc l'outil de Jira qui permet de créer un ticket et que vous créez des tests run, donc c'est-à-dire un ensemble de tests comprenant chaque test des exigences fonctionnelles, vous avez la possibilité effectivement de suivre l'avancement. Après, si vous avez un pilotage, je dirais, transparent, quotidien, sur lequel vous notez, par exemple, aujourd'hui, on a réalisé 50 exigences fonctionnelles et sur mon cas de test, j'ai 84 tests et j'en ai passé 63. Typiquement, vous aurez et votre taux de couverture et vos indicateurs d'avancement. On n'est pas, effectivement, on n'a pas d'UFT à proprement parler. En revanche, c'est à venir par l'outil et sinon, vous pouvez vous faire accompagner de Qmetry en important via un fichier Excel, donc celui dont je vous parlais tout à l'heure, vos exigences fonctionnelles, un ticket créé et des tests run pilotés. Du coup, vous avez vos graphiques et vos reports en automatique. Merci. Il est donc 12h30. Malheureusement, il reste encore quelques questions, mais on n'aura malheureusement pas le temps de les traiter. Peut-être juste un point. Il y avait la question juste au-dessus et la réponse va être rapide. Pourquoi utiliser X-Ray pour les tests plutôt qu'LM? Conclura. Oui. En fait, juste pour dire qu'X-Ray est un plugin en fait de Jira. Et Jira est un ALM, donc du coup les deux sont dans le même cadre en fait. C'est-à-dire que X-Ray permet d'aller traiter, de créer les cas de tests à l'intérieur de Jira qui est un ALM. Voilà. Je sais pas si ça a répondu à la question de la personne, mais je me sentais obligé de répondre, désolé. Très bien. Je remercie tous les intervenants et intervenantes de la journée. Je redemande encore une fois aux participants de bien penser à repasser l'onglet sondage et en espérant pouvoir vous retrouver l'année prochaine plutôt sur un salon et que petit ira mieux. J'aimerais juste ajouter quelque chose, vu que là, il y a encore des questions qui ont pu être posées. Si vous avez n'importe quelle question sur nos pratiques en termes de business analyst, Camille et moi, on reste bien sûr à disposition pour y répondre et donner plus d'informations. Si ça peut aider, il ne faut pas hésiter. Tout à fait. Merci. Merci à tous et puis bonne journée. Bonne journée. Merci Raphaël. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.